il a évoqué le Bénin il y a un instant. Moi, je suis du Bénin. J'étais propriétaire du Sheraton Hotel au Bénin. On me l'a arraché. Aujourd'hui, on a démoli mon hôtel, on a reconstruit ça avec le groupe Accor, qui est un groupe français. Ça ne dérange personne. Je possédais la plus grosse usine de coton du continent africain, dans le nord du Bénin. Je fais pour 120 millions de chiffre d'affaires par an. On me l'a arraché. Ça appartient aujourd'hui à Patrice Talon, qui est en même temps président du Bénin. J'ai une vingtaine d'exemples comme ça à vous donner. Il y a de cela 20 ans, j'ai déjà eu une autorisation pour construire une raffinerie au Bénin avec un financement libyen. Avec le financement libyen, ça a été tué, assassiné par Patrice Talon et ses alliés politiques. Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je voudrais revenir sur ce que le président Banda Kani a dit, et aussi ce que le docteur vient de dire, pour dire ceci, que j'ai bien aimé qu'il fasse référence à l'histoire quand il parle de ce que nous vivons en Afrique. Et ce que nous vivons en Afrique, il a parlé de ce fait que c'est comme si, on pouvait dire, qu'il me corrige si je m'exprime mal, l'Afrique a servi depuis des millénaires. Ça fait plusieurs milliers d'années que l'Afrique souffre. Il a rappelé les différentes étapes. Il a parlé de l'esclavage. Je suis d'accord avec lui. Mais je voulais ajouter quelque chose. L'esclavage, c'était un comportement entre les êtres humains. La traite négrière est arrivée après plusieurs types d'esclavage qu'il y a eu dans l'humanité. Les humains ont toujours eu cette tendance de soumettre la majorité à l'esclavage. Ça a existé dans les sociétés, ça a existé dans les peuples. Et ce qui a été le moteur de l'esclavage a toujours été l'économie. C'est les seigneurs qui ont choisi de prendre le contrôle de la masse pour les faire travailler gratuitement. Je vais peut-être dire quelque chose qui va choquer. Quand on parle de l'esclavage, la traite négrière, j'ai souvent dit que je ne crois pas qu'elle aurait été et serait terminée aujourd'hui s'il n'y avait pas eu le développement de la science et de la technologie qui a trouvé les moyens d'inventer la machine qui était devenue beaucoup plus rentable que la main-d'œuvre des Noirs. Si la machine n'avait pas le moteur, la machine à vapeur d'abord, la révolution industrielle n'était pas intervenue, je pense qu'on serait encore aujourd'hui en train de parler de l'esclavage. La dernière fois, j'ai été choqué, et je n'étais pas le seul, d'entendre un général français dire que d'ici 10 ans, il se pourrait qu'il revienne pour recoloniser l'Afrique. Pour vous dire que c'est toujours, tant qu'ils ont leur économie, leurs menaces, leurs intérêts économiques menacés, ils sont capables de n'importe quel comportement loin de l'humanité. Ils sont capables de ça. Je ne crois pas que nous soyons à l'abri d'une tentative de recolonisation de l'Afrique. Pour dire quoi? Que aujourd'hui, nous parlons de l'endettement de l'Afrique. Nous parlons de l'économie de l'Afrique. J'ai entendu le docteur tout à l'heure qui a sorti quelques chiffres.
Et je voudrais revenir sur ça. L'Afrique aujourd'hui représente à peu près 16% de la population mondiale. L'Afrique représente aussi, dans certains domaines précis, nous avons jusqu'à 60% de certaines ressources naturelles au monde. Nous en avons jusqu'à 60% dans certains domaines, en matière première. Mais quand on parle de production, nous ne sommes pas à plus de 1%. Lorsqu'on parle d'échange, entre le commerce, l'échange, on est autour de 4%. Ce qui nous ramène à quoi? Que l'Afrique n'a pas plus de 2% globalement en moyenne dans l'économie du monde. Et si c'est comme si vous êtes dans une famille et que il se passe un incident dans la famille, il y a un décès ou quelque chose qui appelle à ce que la famille se réunisse et prenne des décisions, les gens ont tendance à vous négliger si vous ne représentez rien. Ça veut dire que les relations humaines ont toujours été dictées par le rapport de force. L'être humain est comme ça. Donc l'Afrique doit se battre pour avoir le droit de décider quand il s'agit de son sort, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique. C'est ça, c'est la première chose qu'on doit se donner comme objectif. Aujourd'hui, le monde entier vit sous l'architecture qui a été décidée pendant les accords de Bretton Woods. Les accords de Bretton Woods, ce sont des accords qui ont été élaborés, qui ont été mis en place dans la perspective de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, où les Américains se voyaient déjà donc maîtres du monde après la fin de la guerre, ont convoqué une conférence à Bretton Woods pour dessiner l'architecture qui va désormais contribuer à la gestion du monde. C'est par là qu'on a créé toutes ces organisations que nous voyons aujourd'hui, toutes ces structures, la Banque mondiale, le FMI, les Nations unies, l'UNICEF. Après, conséquemment, il y a eu l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation mondiale de la santé et tout ça. Mais il faudrait qu'on note quelque chose. Pendant les accords de Bretton Woods, l'Afrique n'y était pas. L'Afrique n'était pas présente parce que les pays africains n'existaient pas encore comme nation. Ils existaient comme des colonies appartenant à des puissances européennes. C'est sur la pression des Américains que les Européens se sont vus contraints d'accorder ce qu'ils appellent aujourd'hui indépendance, qui n'est véritablement pas une indépendance. L'Afrique n'a jamais été indépendante, elle ne l'est pas, et nous devons nous battre pour qu'elle devienne l'Afrique. Nous ne sommes pas indépendants, les décisions qu'on prend, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan économique, on les prend et on nous les impose. C'est pour ça que nous ne sommes pas maîtres de notre économie. Le système monétaire dont on parle, regardez la France, qui imprime des papiers qu'ils appellent francs CFA, avec lesquels ils viennent acheter chez nous tout ce que nous possédons. Ils ramassent nos richesses, ils envoient ça chez eux. Et ils nous payent avec du CFA que nous ne pouvons même pas transférer pour pouvoir acheter la moindre chose en Occident sans passer par la Banque de France via les banques centrales africaines. C'est le mécanisme là qui nous maintient la tête sous l'eau. C'est ce mécanisme que nous devons tout faire pour changer.
Sinon, c'est pas possible. Et puis aujourd'hui, quand on a dit on parle d'indépendance, le blanc s'est retiré, mais il a mis à la tête de nos pays africains des noirs qui sont plus blancs même que eux. C'est en cela que je viens répondre à la question que Madame Céleste vient de poser. Parce que vous voyez aujourd'hui en Afrique des dirigeants africains qui se battent pour assassiner tout projet économique qui peut permettre à l'Afrique d'émerger. C'est un sujet assez vaste. Je ne voudrais pas m'étendre longtemps là-dessus parce qu'il ne faut pas que je monopolise la parole. Mais voilà, de façon restreinte, mon point de vue sur tout ce qui a été dit jusque-là. Je vous remercie. Alors, monsieur Martin Rodriguez, je reste avec vous. Quel investissement pour l'Afrique? Oh, vous savez, je parle depuis, je n'ai pas voulu personnaliser le débat. Mais je suis l'exemple vivant quand on parle d'investissement en Afrique. Je n'ai fait que ça de toute mon existence. Je n'ai jamais travaillé pour quelqu'un dans mon existence. J'ai créé ma première entreprise, j'étais encore à l'école. C'est avec ça que je vis jusqu'à aujourd'hui. J'ai investi en Afrique sous plusieurs formes, plus souvent sur le plan industriel, mais très souvent aussi vite assassiné, vite détruit. C'est souvent même des étrangers, des Européens qui viennent faire la concurrence avec vous, et c'est avec la complicité de vos propres frères, de vos propres parents africains, qu'ils arrivent à détruire votre investissement. On a parlé récemment, cette dernière semaine, on a parlé récemment de l'investissement autour de la raffinerie de Dangote au Nigeria. Vous m'avez posé la question de savoir quel genre d'investissement en Afrique. En fait, quand je vous parlais tout à l'heure de ce que représente l'Afrique en matière de ressources naturelles, mais dans le même temps, nous ne faisons pas plus de 1% de production. La raison de cette disparité, c'est quoi? C'est que l'Afrique doit investir dans l'économie de transformation. Nous devons pouvoir prendre la matière première que nous avons chez nous et la transformer pour ajouter de la valeur à cette matière, un produit fini, pour arriver à satisfaire les besoins de consommation à travers la distribution, mais les besoins de consommation de nos populations. Pourquoi nous pouvons représenter jusqu'à 60% dans certains domaines de matières premières, mais ne peser que 2% du commerce mondial? Parce que nous avons une économie qui est presque, qui a besoin même d'être inventée. L'économie africaine a besoin d'être réinventée. Et c'est à travers ça que nous pouvons avoir la force de peser sur le plan mondial. Nous avons vu à quel moment la Chine, dont on parle aujourd'hui, a pris le lead. C'est juste à peine à la fin de la guerre froide. En 1991, personne ne parlait de la Chine comme on parle aujourd'hui de la Chine. C'est lorsque les Occidentaux ont commis l'erreur stratégique de lancer la mondialisation et ont voulu se débarrasser de tout ce qui est activité de manufacture, qu'ils sont allés chercher de la main-d'œuvre moins chère, ils ont transféré vers l'Asie l'industrie, se sont occupés des outils financiers en faisant de la spéculation, prenant la matière première souvent en Afrique, envoyée, transformée dans les usines en Chine principalement, qui était devenu l'atelier du monde, et aller revendre en Occident. Les Chinois ont mis en place un système qu'on appelait le système de l'entonnoir. C'était
et, et Deng Xiaoping, qui a été à l'origine de cette première stratégie, ils ont mis en place un système pour attirer les capitaux occidentaux qui sont venus massivement investir en Chine, transformer de la matière première en produits finis, exporter vers l'Occident qui était content d'acheter les produits manufacturés, les produits finis bon marché, les produits manufacturés bon marché. Ils ont fait ça sur 3 décennies pratiquement, 30 ans, 30 à 35 ans, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés aujourd'hui dépendants complètement de la Chine et de l'Asie globalement. Aujourd'hui, si on regarde les statistiques, vous verrez que l'économie du monde aujourd'hui, c'est en Asie. L'économie du monde est en Asie. Pourquoi l'économie du monde est en Asie? C'est parce que c'est là où se transforme le plus de matières premières possible pour ajouter de la valeur à ces matières. Quand vous prenez par exemple un téléphone portable, moi j'ai été visiter les usines où on fabrique les iPhones en Chine pour le compte de Apple aux États-Unis. Apple est conçu le concept, on conçoit le produit aux États-Unis, en Californie. On envoie fabriquer ça dans la province de Guangxi, dans le sud de la Chine. Apple paye 35 $ par téléphone et revient le vendre sur le marché américain à 1000 $. Aujourd'hui, la capitalisation d'une société comme Apple dépasse toute l'économie de l'Afrique. Regardez à quel niveau nous nous trouvons. Mais les Chinois ont été assez intelligents. Ils ont d'abord profité de ce rôle qu'ils ont joué sur les 3 décennies pour copier la technologie occidentale, l'améliorer et aujourd'hui se retrouvent en position de dominer l'économie du monde. Pourquoi? Parce que même sur le plan aujourd'hui de la technologie, la Chine a pris de l'avance dans beaucoup de domaines face aux Occidentaux. Ils l'ont fait en moins de 40 ans. Donc, il n'y a pas de miracle possible. Nous n'allons pas réinventer la roue. Nous devons prendre la décision de nous battre, nous, Africains, pour construire notre économie. Mais ceci passe par l'investissement pour transformer la matière première en produit fini. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Sur l'investissement en Afrique. Oui, moi je suis le fruit, je suis le produit de l'investissement en Afrique. J'ai fait l'expérience de ça sur plusieurs décennies. J'ai commencé à faire de l'entrepreneuriat en Afrique depuis 1985. Je suis sur le continent africain à partir du Bénin, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, avant de connaître les autres continents où j'ai exercé. J'ai créé des entreprises en Afrique, j'ai créé des entreprises en Europe, aux États-Unis, en Asie. Mais l'Afrique, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où vous avez le plus de problèmes quand vous êtes africain. Si vous êtes un occidental, vous êtes un Européen, que vous venez mettre un investissement en Afrique, vous avez beaucoup plus de sécurité que lorsque vous êtes africain. Aujourd'hui, par exemple, avec le système par exemple, du franc CFA qu'il y a en Afrique, les Français sont beaucoup plus avantagés et les Européens sont beaucoup plus avantagés quand ils viennent investir dans la zone CFA, plus que les Africains. Sans compter que à travers le système de réglementation, à travers les hommes politiques en Afrique, on peut facilement passer par eux pour assassiner, pour vous tuer économiquement. S'ils ne vous tuent pas physiquement ou ne vous mettent pas en prison, je parle le docteur, le président Kani a parlé tout à l'heure du Bénin, il a évoqué le Bénin il y a un instant. Moi, je suis du Bénin. J'étais propriétaire du Sheraton Hotel au Bénin. On me l'a arraché. Aujourd'hui, on a démoli mon hôtel, on a reconstruit ça avec le groupe Accor, qui est un groupe français.
Ça ne dérange personne. Je possédais la plus grosse usine de coton du continent africain, dans le nord du Bénin. Je fais pour 120 millions de chiffre d'affaires par an. On me l'a arraché. Ça appartient aujourd'hui à Patrice Talon, qui est en même temps président du Bénin. J'ai une vingtaine d'exemples comme ça à vous donner. Il y a de cela 20 ans, j'ai déjà eu une autorisation pour construire une raffinerie au Bénin avec un financement libyen. Avec le financement libyen, ça a été tué, assassiné par Patrice Talon et ses alliés politiques. Les cas comme ça, il y en a plein. C'est pour cela que la dernière fois, j'étais content de comment ça s'est dénoué, la décision du président du Nigeria à livrer du pétrole à la raffinerie de Dangote en Naira, comme a dit tout à l'heure le docteur. Parce que si nous pouvons faire ça, oui. Sans toutefois vous interrompre, Monsieur Martin Rodriguez, vous faites là des déclarations assez fortes, il faut le dire. Avez-vous justement des preuves de toutes vos allégations? Ah non, non, ce n'est pas des allégations. Je vous dis que je suis propriétaire d'un hôtel, c'est de notoriété publique. Je suis propriétaire d'une usine. Je suis propriétaire d'un projet pour faire une raffinerie au Bénin. Je suis propriétaire pour construire une banque au Bénin. Je ne fais que ça. Je suis dans beaucoup d'entreprises, de beaucoup d'industries. En Côte d'Ivoire, j'ai été numéro 1 dans le secteur du dragage, par exemple. Au Nigeria, je suis dans le secteur du dragage. Mais je vais vous souligner un truc. Pendant 10 ans, moi, j'ai été l'un des hommes les plus proches du président du Bénin, le général Mathieu Kérékou. Mais je ne fais pas de marché public. Je ne prends pas de marché de l'État. Je n'ai rien à voir avec l'État. Mais tout à l'heure, le docteur a dit, docteur Ekwe, c'est ça, docteur Ekwe? Je m'excuse, c'est... Docteur Achille Ekwe a dit qu'il n'y a pas de financement en Afrique. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de financement en Afrique. L'autre docteur Zuma, a dit aussi que les banques en Afrique centrale sont surliquides. Mais en même temps, on voit les hommes d'affaires qui se plaignent qu'il n'y a pas de financement. La réponse à cela, c'est que ce qu'on appelle le risque est élevé en Afrique. Pourquoi le risque est élevé en Afrique? Vous pouvez avoir une autorisation. C'est ce qui, moi, m'est arrivé au Bénin. L'État m'a donné une autorisation pour construire une usine. Je suis allé sur le marché financier. En 3 semaines, j'ai levé 40 milliards. Je vous parle de 1997. J'ai levé 40 milliards en Suisse et à Singapour avec des partenaires suisses. L'État béninois n'a pas mis un franc CFA. Nous sommes allés lever les capitaux en 3 semaines. On a construit une usine qui se construit en 3 ans, on l'a fait en 11 mois. Immédiatement après avoir construit l'usine, l'État a annulé son autorisation pour nous fournir la matière première. Première année d'exploitation, 7 milliards de pertes. Deuxième année, la même chose. C'est le même argument qui a été utilisé pour finir par m'arracher mon usine. Aujourd'hui, mon usine appartient à qui? À Patrice Talon, président du Bénin, président de tout ce qui a comme activité économique au Bénin. Si vous vendez du piment au Bénin qui rapporte de l'argent, Patrice Talon viendra et va vous arracher cela. La douane béninoise, c'est lui qui encaisse la douane et qui donne à l'État ce qu'il veut, il garde ce qu'il veut. Il a une société qu'on appelle Bénin Control. Les ramassages d'ordures, c'est lui. Donc, pendant ce temps, nous parlons de panafricanisme. Comment nous pouvons faire une économie? Comment nous pouvons développer l'Afrique lorsque les Africains n'ont aucun droit? Même la justice au Bénin est privatisée. Vous ne pouvez même pas aller dans un commissariat ou aller à la justice pour vous plaindre. Et ce phénomène-là existe dans beaucoup de pays. Mais sur le cas du Bénin, comme a dit tout à l'heure le docteur Kani, le cas du Bénin est spécifique. Parce que moi, je ne connais pas un pays dans le monde où c'est un individu qui récolte la douane et fait le dispatching.
donne ce que lui veut à l'État et garde ce qu'il veut. En même temps, il est président de la République. La dernière fois, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez la SFI, la Société financière internationale, le département privé de la Banque mondiale. Le directeur de la SFI est venu au Bénin dans l'intention d'investir 100 millions de dollars dans l'économie béninoise. C'est pour répondre à ce que vous avez dit, docteur, qu'il n'y a pas de financement pour le secteur privé. Il y a le financement. Mais quand le monsieur a été au Bénin, il a rencontré deux personnes, le ministre des Finances et Patrice Talon, le président de la République. Parce que Patrice Talon représente et le secteur privé et le secteur public. Dites-moi à quel moment nous allons développer une économie. Vous pouvez aller en France et assassiner un projet, arracher une société française et remplacer ça par un Africain. Ce n'est pas possible. Mais le contraire est possible. Donc moi je ne pense pas qu'on ne peut pas réussir le panafricanisme si on ne règle pas le problème de l'investissement sur le continent africain. Sécuriser l'investissement. Pour revenir à ce qui s'est passé récemment au Nigeria, si le président du Nigeria n'a pas réussi à imposer à la NNPC qu'on livre du pétrole à la raffinerie de Dangote en Naira, qui est la monnaie locale, pour permettre aux Nigérians de bénéficier de produits finis en essence et en diesel, en Naira, pour permettre aux opérateurs économiques de faire une planification pour pouvoir faire de l'économie. Parce que l'économie, c'est quoi en fait? L'économie, c'est une phrase bête, produire et vendre. Mais quand on dit produire et vendre, l'économie, en fait, c'est la transformation de l'énergie. Voilà l'Afrique qui possède les ressources énergétiques mieux que tous les continents du monde. Mais nous ne représentons pas plus de 1% des échanges mondiaux. Pourquoi? Parce qu'il faut travailler sur le concept. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de financement en Afrique. L'argent existe. Nous ne pouvons pas être les plus riches en matières premières et être en même temps les plus pauvres. Il y a un décalage, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez développé tout à l'heure les valeurs africaines. C'est peut-être par là qu'il faut commencer. Nous avons besoin de philosophie, nous avons besoin de concepts. Parce que nous avons des vautours qui sont en Afrique, mais qui n'ont pas la peau blanche. Mais ils sont plus dangereux même que les colons. Les esclavagistes sont là, mais ils ont la peau noire. Ils sont tapis parmi nous. Ils travaillent pour la puissance coloniale. La France n'a jamais cessé d'être une puissance coloniale. Elle l'est toujours. C'est mon point de vue. Que le Patrice Talon dont nous parlons a fait campagne pour prendre le pouvoir en 2016 contre la France-Afrique. Et quand Patrice Talon faisait campagne contre la France-Afrique, vous pouvez aller sur YouTube. Je suis sorti avant qu'il ne prenne le pouvoir. Et j'ai dit aux populations, il ne faut pas croire à ce discours. Quand il prendra le pouvoir, le premier pays qu'il va visiter, ce sera la France. Ça n'a pas loupé. Quand il a pris le pouvoir, sans audience, il est parti à Paris. Aller faire le mur, 10 jours pour suppléer François Hollande, pour finir par se faire recevoir à l'Élysée. Et quand il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il a présenté? Il dit à François Hollande en direct à la télévision que le Bénin est un désert de compétences. Et qu'il demandait à François Hollande de lui donner des experts français pour venir l'aider à développer le Bénin. Et aujourd'hui, le résultat de ça, qu'est-ce que nous observons? Vous savez que le port du Bénin est géré par des Blancs, des Belges. Tout ce qu'il y a comme gestion au Bénin, l'eau et l'électricité, c'est géré par des Canadiens. Je vous ai parlé de la douane tout à l'heure. C'est Patrice Talon qui signe un contrat, lui-même président de la République, il signe un contrat avec lui-même sa propre société pour collecter la douane. Il a pris une société suisse pour faire le travail, mais c'est lui qui facture l'État. Toute notre économie est privatisée. Donc, c'est vrai que ce que dit Mme Capel,
je pense qu'elle a raison. Il y a ceux qui utilisent le discours du panafricanisme juste parce qu'ils veulent quelque chose. Mais une fois qu'ils prennent ça, ils montrent leur vrai visage. Donc je pense que oui, c'est vrai, il faut continuer à se battre sur ce plan-là. Mais il y a des crimes aujourd'hui qui se commettent en Afrique par des gens qui ont utilisé ce slogan. Parce que vous savez qu'aujourd'hui au Bénin, même si vous êtes un homme d'affaires, vous ne pouvez pas vous sortir aujourd'hui au Bénin et doiter un seul individu pour dire celui-là est un milliardaire. Il les a tous éliminés. C'est la prison, c'est une balle dans la tête pour être sous terre ou l'exil. Il n'y a pas une autre option pour vous. Donc, nous avons peut-être l'ambition panafricaniste de développer l'Afrique, de faire des choses. Mais le combat contre ça est permanent et ceux qui nous combattent ont plus de moyens que nous. Ils ont les moyens politiques, ils ont les moyens... Parce qu'ils sont reconnus. Parce qu'ils parlent... Patrice Talon n'est pas un président, il n'a pas été élu. Sa réélection, on a vu, c'est public. On cachetait les bulletins de vote. Mais sortez pour protester. On tire des balles dans la tête. Des gens ont été exécutés. Personne ne dira rien. Le mal est profond, président. Le mal est profond. Je veux venir sur un point que le docteur a évoqué tout à l'heure en donnant l'exemple de la Suisse. Ce qu'il préconisait par rapport pour financer l'économie en Afrique, la Suisse mettait cela en pratique depuis longtemps. Et ça rejoint ce que le président Kani a dit tantôt, que en fait c'est une question de... Je veux dire que c'est une question de leadership. C'est une question de leadership politique. Que c'est une volonté politique. Et c'est cette volonté politique que nous trouvons partout. Même pour nous mettre à genoux, pour nous dominer, des hommes se sont assis, ils ont pris des décisions politiques qu'ils arrivent à nous imposer. Vous voyez que investir, ces gens-là, eux, quand vous parlez de la Suisse, vous savez qu'aujourd'hui, la Suisse achète des valeurs, ils achètent à la bourse de New York, ils achètent des valeurs boursières, ils investissent sur des valeurs boursières qui rapportent assez d'argent. Il permet déjà à chaque citoyen suisse qui détient un passeport d'atteindre un niveau d'enrichissement à travers la politique que mène son pays. Voilà des gens qui travaillent pour leurs citoyens. Mais nous sommes en Afrique en présence d'hommes politiques soi-disant, mais eux, ils travaillent contre leurs citoyens. Parce que vous allez remarquer une chose. Les Africains sont les seuls au monde qui pillent leur pays, et ramassent l'argent et allaient le déposer dans les banques occidentales, dans les banques européennes, dans les banques américaines, dans les banques en Asie. Si quelqu'un commet l'erreur comme moi, aller gagner l'argent à l'étranger, venir investir en Afrique, il est détruit, on le réduit à la mendicité. S'il a la chance, il s'en sort vivant. Sinon, comme j'ai dit, c'est une balle dans la tête ou la prison. Donc, la question, je m'excuse, ce qu'a évoqué le président Bani est très important, c'est dire que s'il n'y a pas cette volonté politique, nous n'arriverons à rien du tout. C'est cette volonté politique qui va nous conduire à mener la politique économique que le docteur a évoqué tout à l'heure pour dire que si on pouvait faire la même chose que font les pays comme la Suisse et autres, oui, nous allons arriver à trouver une solution pour financer notre économie. Sinon, mais le pillage dont je parlais tout à l'heure au Bénin, ça ne s'est pas fait en une année. Ça s'est fait sur 30 ans. Pour rejoindre ce que le docteur Bakani a dit, que c'est 30 ans avec la complicité de la plupart des élites politiques.
Depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui, à la conférence nationale, Patrice Talon était vendeur de terreau. Aujourd'hui, il est devenu l'homme il est plus riche que l'État béninois. Et ça s'est fait par le couvert de la soi-disant démocratie, où on achetait les partis politiques, on a financé les partis politiques dans le seul but de piller le pays, piller l'économie, jusqu'à ce qu'à 30 ans après, il s'est dit, bon voilà, maintenant je deviens moi-même patron. Il est assis. Il a dit qu'il voulait faire un seul mandat. Il en a fait un. Il est en train de finir le deuxième. Il s'arrange pour un troisième ou un quatrième, Dieu seul sait. Tout ça là, c'est-à-dire que tant que nous allons avoir des despotes à la tête de nos pays africains, ça contribue à prolonger l'acte colonial, qui revient à la même chose pour nos populations, l'asservissement. C'est ce que je voulais ajouter. Merci.